France Culture. Une mémoire radiophonique. C'était une connerie à l'état pur de nous avoir réunis littérairement. Nous n'avions pas du tout la même écriture, ni la même composition, et ni la même inspiration. C'était ce que disait Jacques Laurent d'avoir été répertorié hussard par Bernard Franck. Suicidé en l'an 2000, de Jacques Laurent, on rappellera qu'il aura été de droite, par atavisme pourrait-on dire, un anti-gaulliste farouche, un ennemi de Sartre et des temps modernes, et directeur de la revue Art, où le jeune critique François Truffaut eut toute liberté d'y avoir la dent très dure. On se souviendra aussi que Jacques Laurent avait obtenu le prix Goncourt pour Les Bêtises en 1971. En 1971, justement, c'était sous le plus connu de ses multiples pseudonymes, Cécile Saint-Laurent, celui duquel il signa notamment les Caroline Chéry, qui firent sa fortune, que Jacques Laurent était l'invité de Pierre Lost dans Les mots-clés. C'était par exemple aux mots enfance, hasard, magie, argent, rire, écriture, champagne, création littéraire ou encore politique et amitié qu'il lui était proposé de réagir. Aux mots Académie française également, auquel il répondait « Je n'aime pas du tout » avant d'y être élu 15 ans plus tard. Les mots-clés, Cécile Saint-Laurent, une émission diffusée la première fois le 15 mars 1971 sur France Culture. Cécile Saint-Laurent, vous connaissez la règle du jeu de notre émission. J'ai choisi un certain nombre de mots, abstraits ou concrets, qui, je le crois, vous concernent particulièrement. Je vais vous les proposer dans un désordre délibéré et je vous demanderai ce que chacun de ces mots-clés représente pour vous. Nous obtiendrons ainsi, je l'espère, une connaissance plus profonde de votre personnalité. Vous êtes prêts ? Voici le premier mot. L'enfance. L'ennui, tristesse, l'envie que ça finisse, l'espoir que la jeunesse arrive et l'âge adulte. Et dans mon souvenir, l'horreur. Le hasard. Quelle belle chose. On aime toujours plus croire dans sa chance, c'est-à-dire dans le hasard, que dans son mérite. La magie. Alors ça dépend qui en parle. Il y a des gens qui me mettent les nerfs en plate quand ils parlent de la magie, une mise en scène magique, ou de la magie des Indes. Je déteste les Indes. La magie, je ne l'aimais que dans la bouche de Cocteau, quand brusquement il prenait un mot banal et qu'il en faisait un mot, magique, donc je ne donne pas une définition de la magie. Alors là, j'aimais ça. La magie, elle doit être réservée à ceux qui ne sont pas mages et à ceux qui se servent rarement du mot. 15 ans. Ah, le plaisir. Le plaisir pour moi de devenir un jeune homme, d'avoir envie des filles, à cette époque-là d'avoir un pantalon long, de traîner, de découvrir, grâce à ce que Jules Romain a si bien décrit, les amours enfantines, de découvrir grâce aux amours enfantines les soleils couchants, le rythme des saisons, les charmes différents de l'hiver et de l'été selon l'intensité et les déploiements et les retours et les tristesses de l'amour. Ah oui, 15 ans, c'est l'apprentissage de toute la sensibilité. L'argent. La peur. Ça me fait peur, l'argent. Ça me fait peur parce que je pense à l'argent que le fisc va me demander. Ça me fait peur parce que je pense à l'argent que moi je vais demander aux éditeurs, aux producteurs et à la gêne que cela me donne pour en parler. L'argent me fait horreur parce que depuis qu'il a dominé la société occidentale, elle n'est plus tout à fait elle-même. J'aime les entreprises
qui ont eu lieu, non pas pour l'argent, mais en dépit de l'argent et malgré lui. Le rire. Eh bien, je ne ris jamais. Un de mes amis m'appelait l'inamusable, et là, c'est un nom qui avait été donné à Napoléon, donc je suis tout à fait indigne de le porter. Mais je ne suis pas inamusable. Je ne ris pas, mais je souris. Le rire, Bergson en a trop bien parlé pour que je recommence sur sa piste. Dans le rire, il y a, à mon avis, les grincements d'une mécanique qui a été dérangée par l'introduction dans sa programmation d'éléments qui ne collent pas avec le reste. Et c'est pour ça que le rire me donne toujours... Je n'aime pas entendre rire, sauf certaines personnes qui rient comme on respire, ou comme on pleure, ou comme on sourit, parce que j'en reviens à cela. Je n'aime pas le rire, j'aime le sourire. Le lycée Condorcet. C'était une antichambre. C'était une antichambre où l'on parlait latin et qui ouvrait sur la gare Saint-Lazare. Et la gare Saint-Lazare était une autre antichambre où on ne parlait à peu près jamais latin et qui ouvrait sur des cinémas. Et ces cinémas étaient des antichambres où il est certain alors qu'on ne parlait pas latin et qui ouvraient sur des caresses, sur des baisers. Et j'en reviens tout à l'heure à 15 ans, parce que pour moi, le lycée Condorcet, c'est 15 ans. Et 15 ans est l'époque des antichambres. Et les antichambres sont souvent beaucoup plus merveilleuses que les chambres. L'homme. Zéro. Bordeaux. Les épices. De la tuile romaine. Du vin. Surtout le vin. Mais les épices aussi. Un dîner, une lamproie préparée avec une sauce aux épices et au chocolat, à cette époque-là qui venait des Antilles, et arrosée d'un vin de Bordeaux. Pour moi, c'est Bordeaux. Ça, beaucoup plus que Montaigne. La cigarette. Une nécessité. La légende. Tout dépend. Il faut savoir qui emploie ce mot. Je hais les gens qui préfèrent les légendes aux lois. Il me paraît impossible que la loi ne prévale pas sur la légende, que la connaissance ne prévale pas sur la légende. Si on me traite la légende avec tact, je veux bien admettre qu'elle brasse des éléments à partir duquel je peux décoller d'une certaine réalité pour accéder à un certain état poétique. Mais j'ai beau faire, mon côté occidental reste le plus fort. La légende pour moi c'est l'Inde, et je le disais il y a une seconde, je hais l'Inde. Et je crois pouvoir conclure, je hais la légende. Stendhal. Tout le plaisir du monde, parce que c'est un plaisir avant tout intellectuel. Stendhal savait tout. Il avait tout compris. Il avait tout aimé. Et Stendhal se posait seulement la question de savoir, non pas ce qu'il fallait aimer, mais ce qui était préférable. Il se demandait, étant dominé par la notion de plaisir, quel plaisir était le plus grand? De diriger une bataille, de diriger une province, de diriger une phrase, ou de conquérir une femme. C'est les problèmes que je me suis toujours posés, je me les pose encore. Vive Stendhal. Les étudiants. Ça dépend des jours. Il y a des jours où ils me font suer, il y a des jours où j'ai envie de leur dire bravo. À vrai dire, j'ai peut-être été un peu injuste avec eux, puisque je les trouvais agaçants il y a 10 ans,
quand il faisait que des revendications syndicales et qu'il manifestait boulevard Saint-Michel pour obtenir le redressement de 5% de je ne sais quelle bourse qu'il voulait avoir, ou l'abaissement de 2% du foyer où il bouffait. Ensuite, ils sont réapparus en politique. Et évidemment, je n'ai pas pu approuver l'immense bêtise qui ressortait de leur maotisme. Et il m'est difficile de soutenir une société étudiante qui semble s'être donnée pour projet que les examens se terminent obligatoirement par des notes égales données à tous les concurrents, parce que je n'aime pas la bêtise, et que je me rappelle la belle phrase de Maurras sur traiter d'une manière égale des gens inégaux, voilà l'inégalité. Et c'est à cette inégalité que ces jeunes maoïstes voulaient nous conduire, mais plus que cette inégalité, c'est la stupidité du processus intellectuel qui les y mène qui me choque. Cela dit, je ne peux pas non plus m'associer totalement à cette société. Et je ne peux pas m'associer non plus aux gens qui ont fait le procès des étudiants et qui ont dit comment ils vont manifester, ils vont foutre le feu aux arbres ou les casser, détruire les voitures, etc. Alors qu'eux-mêmes ont des voitures, certains ont des hôtels particuliers où il y a des arbres, etc. Non, je ne peux pas m'associer à eux parce que je pense que nous sommes passés d'un état de société à un autre état social et que les révolutions qui nous attendent ne sont plus les révolutions que nous avons connues ou qu'ont connues nos pères. C'est-à-dire nous ne pouvons plus attendre la file des ménagères sous la neige devant les boulangeries de Saint-Pétersbourg où le pain n'est pas servi. Nos révolutions ne seront plus des révolutions de la famine, elles seront des révolutions de la métaphysique. Et les événements de 68 ont été intéressants de ce point de vue-là. Nous avons assisté pour la première fois au monde à une révolution métaphysique. L'ennui, c'est qu'elle était idiote. La Méditerranée. Ah, vive la Méditerranée, vive Stendhal et vive la Méditerranée. Pour moi, quand le monde même me paraît divisé en deux clans, celui de la tuile plate, rectangulaire, dite tuile bourguignonne, et celui de la tuile ronde, c'est-à-dire voûtée, dite tuile romaine. Et la tuile romaine, où qu'on la trouve, annonce la Méditerranée. Que je descende par la Nationale 7 ou que je descende par le seuil du Poitou, il y a le moment où je rencontre la dernière maison en tuile plate et la première maison en tuile voûtée. Et ces tuiles voûtées, elles m'annoncent la latinité, elles m'annoncent la mer, elles m'annoncent les calanques, le sable, une certaine forme de sensualité, de lascivité, et aussi une certaine manière très rigoureuse de raisonner. Elle m'annonce une rigueur qui sera intellectuelle et qui ne sera plus morale. Pour moi, c'est ça, la Méditerranée. L'écriture. L'écriture est pour certains êtres un besoin. Et le problème se pose de savoir si ce n'est pas une béquille. Pour Stendhal, il est bien évident que ce qui écrivait dans une journée équilibrée, prolongée, parachevée ou corrigée ce qui lui était arrivé dans sa journée. Stendhal était évidemment l'homme qui, s'il avait échoué dans la conquête d'une femme, et s'il rentrait chez lui, prenait sa plume, soit pour raconter cet échec, soit au contraire pour raconter en
en empruntant la personne d'un de ses héros, un succès qui aurait été dû au fait que le héros aurait agi d'une manière différente de celle dont lui-même avait agi. Je veux dire par là que les écrivains peuvent être distingués et divisés en deux classes, ceux pour qui l'écriture est un art, une occupation, une activité, une profession, et ceux pour qui elle est un besoin. Il y a ceux qui gagnent leur vie en écrivant, et qui même gagnent des honneurs en écrivant. Et puis il y a ceux qui sauvent leur vie en écrivant, c'est-à-dire qui ne pourraient pas survivre s'ils n'écrivaient pas, qui ne pourraient pas continuer à vivre s'ils n'avaient pas l'écriture à leur disposition. Cette écriture qui remet l'homme devant un certain absolu, qui lui permet de se mesurer avec lui et avec sa journée, car c'est ce mélange de relatif et d'absolu qui fait l'écriture. C'est pourquoi j'aimerais, si j'écrivais jamais une histoire de la littérature, établir et la déclarer fondamentale, la distinction entre les écrivains qui auraient pu ne pas écrire et ceux qui seraient morts s'ils n'avaient pas écrit. Le feu. Le XVIIe siècle, l'époque où le mot feu n'était employé que pour désigner l'ardeur, le feu d'un raisonnement, le feu d'un élan, le feu d'une période. Le feu, pour moi, c'est un mouvement raisonnable, c'est-à-dire qui bénéficie d'une combustion rationnelle et qui soulève un projet rationnel, lui aussi. Le feu, c'est ce qu'il y a de plus lucide, de plus vrai et de moins fulmigineux. Le dessin. C'est un projet. Et il n'y a pas moins rien de plus passionnant sur la Terre de savoir comment ce qui est dessin d'abord devient un projet tout de suite après, et comment ce qui est projet devient acte. J'ai fait autrefois beaucoup de montagnes. Il m'est arrivé de partir faire des ascensions qui n'étaient pas difficiles en soi, mais qui étaient trop difficiles pour mes capacités. Il m'est arrivé d'hésiter à entreprendre cette ascension. Là, je suis dans le dessin. Je pèse encore mon dessin. Et puis, je pars. Je suis encore en surface plate. Je suis dans la vallée. Puis je monte. Déjà, je suis engagé dans le projet. Si je lâche, je perds un peu la face quand même. Si maintenant je reviens sur mes pas, c'est que j'ai renoncé. Je suis donc totalement dans le début de l'accomplissement du projet. Il y a encore de la végétation sous mes pieds. Le projet est encore revêtu d'un certain humus et d'une certaine herbe. Puis le roc et la neige viennent. Et à ce moment-là, le projet devient acte. Et l'acte cessera simplement quand il ne comportera plus de futur. Et quand, brusquement, étant terminé, parce que j'ai fait mon ascension, je suis descendu de mon arête, il devient passé. Eh bien, ce mouvement fabuleux qu'il y a entre le dessin, souvent issu du rêve, le projet toujours issu du dessin, et l'action elle-même, qui redevient ensuite un rêve, puisqu'elle devient un souvenir. Ce projet, pour moi, est toujours gouverné par ce mot, le mot dessin. Et on revient au XVIIe, avoir un grand dessin. Bazaine. Le traître. Et puis je l'ai connu de plus près par la suite en écrivant un livre qui le concernait. Un traître d'une race très épouvantable, parce que c'est un traître qu'on peut comprendre. Rien n'est plus terrible que de comprendre quelqu'un qu'on ne veut pas comprendre. Et on ne peut pas ne pas comprendre Bazaine quand on a devant soi des documents
qui prouve suffisamment qu'en effet Bazaine avait un certain nombre de motifs de considérer que la guerre, la prolongation de la guerre avec les Prussiens était idiote, que la guerre avec eux était perdue, que le gouvernement de Paris, gouvernement provisoire, qu'aucune élection n'avait validé, était un gouvernement illégal, et que donc il était parfaitement habilité à transformer une armée destinée à lutter contre l'étranger, à la transformer en une armée destinée à remettre de l'ordre dans Paris, après avoir établi une bonne signature de paix avec la Prusse. Et néanmoins, quand on revoit aussi cette période, quand on sent le ressort qu'il y avait chez les Français, quand on voit encore l'étendue des armées françaises, leur capacité de résistance, on ne peut pas admettre ce trop froid calcul. Et Bazaine, pour moi, je n'aime pas beaucoup parler de Bazaine, parce que Bazaine me met dans un état d'esprit de conflit et de traumatisme, parce que je ne peux pas lui dire « vous avez tort ». Il n'a pas tort. Mais j'ai envie de lui dire « vous êtes un salaud », et j'ai raison, c'est un salaud. Les hippies. Alors ça dépend qui m'en parle des hippies. Ça dépend quand je les regarde. Ce qui m'ennuie, c'est à ce à quoi croient les hippies. Ils croient aux Indes, ils croient aux parfums, ils croient aux drogues. Je leur en veux un peu d'être bêtes. Mais d'un autre côté, sur quoi puis-je me fonder dans la société où je vis pour préférer ceux qui croient aux sottises hindoues et à la fumée des herbes, ou pour préférer ceux qui croient dans les moteurs, dans les frigidaires et dans les 3 pièces. Je ne vois pas de quel droit je choisirais, et si j'étais vraiment obligé de choisir chez qui je vivrais, eh ben je préfère vivre avec les hippies dans un HLM. Victor Hugo. Cocteau a dit, Victor Hugo avait un défaut, il se prenait pour Victor Hugo, mais j'irais jusqu'à dire que c'était sa principale qualité. Le champagne. Alors le champagne, je veux bien que ce soit la fête, encore que je le digère mal. Et dès que j'oublie que je le digère mal, c'est la fête. Le champagne a une vertu, c'est qu'il n'est pas quotidien. Ça n'est pas le pain. Le champagne est accidentel. Il m'agace parce que, pour les Suédoises par exemple, le champagne ne peut intervenir qu'un jour de banquet, d'anniversaire. C'est un champagne de festival qui me déplaît. Mais je veux bien admettre aussi que mon estomac s'accommoderait mal d'un champagne à tous les repas et que je suis obligé de concéder au champagne une qualité exceptionnelle. Alors, je vais la lui reconnaître. Le champagne, c'est ce que tous les autres pays nous ont envié. C'est pour ça que Bismarck nous a attaqués. La Champagne était véritablement la province que l'Allemagne essayait d'obtenir. Elle prenait Alsace et la Lorraine comme l'antichambre du Champagne. Et le Champagne, ce sont probablement les étrangers qui sont obligés de me le faire considérer comme ça. Le Champagne, c'est une forme de la prose française. Très légèrement sur un tremplin, très légèrement poétique. Disons une prose à la Chateaubriand. L'île Rousse. Une déception parce que quand je suis allé à l'île Rousse, je n'en connaissais que le nom. Et l'on a beaucoup de déceptions de cette manière. Je voyais une île rousse. Et quand je suis arrivé sur le terrain, ça n'était pas une île rousse. Et j'en veux toujours à l'île rousse d'avoir été inférieur à ce que le vocabulaire pouvait m'en promettre.
La contestation. C'est un mot faible. C'est un mot faible parce que il annonce tant de réserves hideuses. Nous allons contester. C'est-à-dire, il n'est pas question de quitter l'entreprise dans laquelle nous sommes, de renoncer aux études que nous faisons. Il n'est pas question de couper la tête de Louis XVI. Il est question de remuer le cocotier, de s'agiter, de faire comme si on allait tuer, de faire comme si on allait renverser une société, mais de ne pas le faire. La contestation, pour moi, c'est l'hypocrisie. « 1870 ». C'est passionnant. C'est en 70 et 71 que deux époques se sont rencontrées, l'une qui était déjà finie et l'autre qui n'avait pas commencé. Le 18e est mort en 70, pendant la guerre de 70. Là, quelques batailles ont encore été livrées dans un état d'esprit qui n'avait pu exister qu'au 18e, et l'on vit des colonels allemands envoyer des estafettes à des colonels français pour leur demander de renvoyer le corps du major Intel qui venait d'être tué. Et l'on vit l'empereur d'Allemagne, qui n'était pas d'ailleurs encore empereur, qui était roi de Prusse, applaudir la charge des cuirassiers français. Enfin, on était dans le 18e sur le plan militaire, sur le plan de la guerre. On était encore dans cette guerre en dentelle, pour reprendre une expression, du 18e. Puis la Commune. La Commune, c'est ce que va recopier Lénine. La Commune, c'est ce que Trotsky va apprendre par cœur. La Commune, c'est le schéma des révolutions du XXe siècle. Et ce qui est fascinant et proprement unique dans l'histoire, c'est que entre août 70 et mai 71, le 18e mort et le 20e qui n'existaient pas se sont rencontrés. L'arbre. Le hashish. Parce que je n'ai jamais autant regardé un arbre que quand j'étais tirailleur algérien. La retraite finie, l'armistice signé, j'avais très mal aux pieds. Le major m'a conseillé de mettre mes pieds dans du formol et les tirailleurs m'ont conseillé de fumer du hashish, et j'ai appliqué les deux méthodes. Et je me suis mis sous un arbre, allongé, les pieds dans le formol et en fumant du hashish. Et toute la journée, j'ai vu virer les couleurs, selon les intensités de lumière, les couleurs du feuillage de mon arbre. Et pour moi, cet arbre, c'est l'arbre des arbres. Le jeu. Le jeu, pour moi, tu vois, c'est ma tante, qui était bijoutière à Cannes, le roi de Suède, qui était son voisin, moi qui étais petit, j'avais 16 ans, et que le commissaire chassait dès qu'il y avait une inspection, parce que je n'avais pas le droit d'être dans la salle de jeu. Et je me disais, quand je serai grand, je jouerai. Et tout ce que j'entendais, je me demandais si c'était plus beau que la messe, et j'avais l'impression que un passé manque, rouge, 23, tout ce que j'entendais dans une salle de jeu, banco, que tout ça était des mots sacrés. Alors quand j'ai été grand, je me suis mis à jouer. Et à partir de là, j'ai eu deux parties dans ma vie. Une partie où j'ai gagné, où j'ai continué à jouer. Une partie où j'ai prouvé que je n'étais pas joueur. Parce que du jour où j'ai perdu, je me suis arrêté de jouer. Mais j'aime aller dans une salle de jeu. Parce que j'ai beau savoir qu'il est parfaitement imbécile de jouer. Une salle de jeu dans une ville, c'est un endroit
où tout est possible. On ne peut pas en dire autant de la plupart des maisons qui composent une ville. C'est donc un endroit unique, une salle de jeu. Les collants. Mon ami Antoine Blondin a dit ce qu'il fallait en penser. Le collant est une chose sale, ne serait-ce que par son nom. L'objet. Je trouve gênant que dans la philosophie, comme dans la linguistique, objet et sujet soient finalement devenus identiques. On dit tel est l'objet de mon discours, tel est le sujet de mon discours. Et peu à peu, ça m'a dégoûté du mot objet. La colère. Je l'ai beaucoup éprouvée. Je crois qu'elle n'est pas le contraire de l'intelligence et qu'elle n'est pas le contraire de la sagesse et qu'elle est dans beaucoup de cas la seule solution. La création littéraire. Je ne crois pas qu'un créateur littéraire, pour employer cette expression, ait jamais l'impression de créer. Il a l'impression de se souvenir. Il a l'impression de se souvenir de quelque chose qu'il n'a pas vécu. Charles Frémanger. Charles Frémanger, c'est un futur qui n'a pas eu lieu. Ça a été mon premier éditeur. Ça a été le premier éditeur d'Antoine Blondin, je crois de Michel Déon. Il avait aussi André Fregnault avec lui. André Fregnault disait de lui, ce sera le Bernard Grasset de notre époque. Il avait réuni, avec un flair infaillible, un bouquet d'écrivains entre ses doigts. Il y avait aussi Brignot, d'autres dont le nom ne me revient pas immédiatement, mais qui étaient également importants. Et il s'est mis à signer des contrats à des barman pour qu'ils écrivent leurs mémoires, parce qu'il ne vivait plus que dans les bars. Il a choisi une façon de quitter l'édition et de quitter la vie en même temps, dans un verre. La femme. C'est ce qui n'est pas moi. C'est donc ce qui m'intéresse. La politique. C'est ce qui permet de se mettre en colère. Paul Bourget. C'est surtout un souvenir de famille. L'amitié. Je ne veux pas en faire l'apologie parce qu'elle est trop galvaudée. Le whisky. C'est ce qui permet de faire un raisonnement qui tourne autour du mot « mais ». On se dit, cette fille est jolie, mais elle est conne. On boit un peu de whisky, on se dit, cette fille est conne, mais elle est jolie. Voilà le whisky. C'est un démon qui ne fait pas perdre la lucidité. Mais c'est un démon qui vous aide à agir. Le sport. Je fais beaucoup de sport dans ma vie, mais j'ai jamais eu l'idée que je faisais du sport. Les seins. Et j'ai été très heureux de la nouvelle mode qui les veut sans soutien-gorge. Le soleil. J'aime son écrasement. Le soleil, c'est revenir sur la Méditerranée. Mais j'aime le soleil dans les pays chauds. Je ne l'aime pas dans les pays froids. Le calembour. Un calembour ne m'a presque jamais fait rire. Le bonheur. J'ai compté. J'ai établi à peu près que j'avais eu 287 heures de bonheur en 52 ans d'existence. Le bonheur, c'est le moment où l'on oublie qu'on est mortel. La transmission de pensée. Pourquoi pas? La mini-jupe. Je l'aime autant que la maxi. L'Académie française. Je n'aime pas du tout. La poésie. La poésie, c'est comme les Indes, je n'aime pas le mot. Au fond, je n'aime guère les poètes. Il y a dans la poésie
un point d'exclamation caché qui m'irrite. Cela dit, j'aime les poètes qui pour moi ne sont pas des poètes. Baudelaire qui est un orateur. Tolstoï. À Tolstoï, j'ai un faible. Parce que Tolstoï a inventé une forme de roman qui n'existait pas avant lui. Il a été un peintre d'époque. Il n'y a qu'un seul personnage dans La Guerre et la Paix. C'est l'époque du roman. Le cinéma. Le cinéma a l'inconvénient d'être une œuvre collective. J'en ai trop fait. J'en ai trop fait pour pouvoir écouter sans une certaine démangeaison les cinéphiles. Parce qu'aucun cinéphile faisant une thèse sur le cinéma ou passant sa vie dans les cinémathèques n'a jamais pu imaginer comment un film se confectionnait et ce qu'il résumé de concessions entre le producteur, le dialoguiste, le scénariste, le metteur en scène et les acteurs. Le cinéma, c'est de la bouillie pour les chats. La vérité. Ça ne me dérange pas. Le pseudonyme. J'ai usé de beaucoup de pseudonymes, mais enfin beaucoup moins que Voltaire. Ce n'est pas une manière de se cacher, c'est une manière de se renouveler. J'avais besoin, moi, de plusieurs vies, j'ai eu plusieurs pseudonymes, mais peut-être n'ai-je pas réussi à avoir plusieurs vies. L'amour. Si on n'avait pas un âge devant, bravo. Jean-Paul Sartre. Je finis par le plaindre. L'humour. Je déteste. À cause du H. La critique. Pour moi, la seule forme de critique, c'est le pastiche. L'autorité. J'ai du mal à la supporter si un certain naturel ne la rend pas supportable. La peur. Tous les gens qui ont vécu dangereusement l'ont éprouvé. Et elle est bizarre, parce qu'elle prouve une relation imprévue entre l'âme et le sphincter. Le premier lecteur. J'en rêve. Le Vietnam. La bêtise de l'Europe. Le rêve. C'est ce qui précède le dessin, ou bien c'est ce qui est vraiment un rêve nocturne, que les Freudiens interprètent, c'est-à-dire rien. Je n'ai pas envie de rêver la nuit, j'ai envie de rêver le jour. La musique. Ça dépend laquelle. Il y a des musiques qui donnent la haine de la musique et le goût des mathématiques. Et puis il y a des musiques dont on sent qu'elles sont une forme sublimée des mathématiques. On ne peut pas parler de la musique, on ne peut parler que des musiciens. Paul Valéry. 0. L'angoisse. Je connais pas. La peine de mort. C'est un sujet de discussion qui rend immédiatement idiot tout le monde. Les technocrates. Ils ne m'amusent pas. Marcel Proust. Quel plaisir. Et Marcel Proust, en plus, il me fait rire. Pour moi, c'est probablement, avec Marcel Aimé, l'un des deux écrivains qui me font sinon rire, puisque je l'ai dit tout à l'heure, je ris peu, mais qui me font sourire, qui me donnent de la gaieté. Il y a quelque chose de divin dans la gaieté de Proust. Je ne sais pas de chose plus drôle que Françoise
traduisant dans son langage ce que la duchesse vient de transmettre à Balbec, en bas de l'ascenseur de l'hôtel. Et pour moi, l'association qu'on a pu faire entre Proust et un emmerdeur comme Joyce m'a toujours absolument révolté, parce que il n'y a pas un écrivain plus naturellement gai, sensuel et sensible que Proust. Si Proust n'existait pas, je ne sais pas si j'aimerais la littérature. Le visage. Quand faut-il dire visage, quand faut-il dire figure? Pour moi, je dis visage quand j'aborde un nouvel être. C'est-à-dire quand visage est là pour rimer avec rivage. La chance. Quand ça va mal, je regarde ma main où j'ai une superbe ligne de chance. J'aime croire dans ma chance. L'environnement. C'est un mot d'architecte. Don Juan. En général, ceux qui parlent de Don Juan sont ceux qui n'en sont pas. La douleur. Je n'ai pas encore décidé si la douleur physique était pire que la douleur morale. Je crois au fond que la douleur morale, contrairement aux humoristes, est pire que la douleur physique. Mais il me faut les 10 années qui m'attendent pour en être sûr. Balzac. L'imagination. Et l'imagination qui fabrique le vrai. Parce que ce qui est extraordinaire dans Balzac, c'est qu'il a tout inventé. Il connaissait rien, il n'avait rien vu. Les salons des duchesses, ces salons de duchesses qui ont obsédé aussi bien Mauriac que même Nimier, et qui était le canal par lequel on arrivait aux équipages, aux splendeurs, au pouvoir. Ces salons de duchesse, il n'en avait connu qu'un, c'était celui de la duchesse d'Abrantes, qui était une vieille dame complètement ruinée et qui vivait comme une mercière, même pas du tout comme une mercière, elle vivait très mal. Balzac a inventé les ministres, il ne les avait pas connus davantage. Il a inventé les rapports entre le clergé, la justice, le château. Balzac a tout inventé tout seul dans son coin et des générations ont pris Balzac pour maître de leur ambition. Des générations de jeunes gens sont partis à l'assaut de Paris avec Balzac dans leur poche, même jusqu'à Mauriac, dont il ne faut pas oublier que Mauriac est parti du sud-ouest avec une valise dans laquelle il y avait la Bible et la Comédie humaine. Le bois. Les dessins qu'il y a dans le bois. Ces dessins qui sont les rêves du bois. Ces dessins sur lesquels on peut rêver éternellement, trouver des cuisses, des barbes, des océans, des archipels, des incendies. Ce que j'aime dans le bois, ce sont ces nœuds et ces imperfections. C'est aussi qui brûle et qui crépite. Le cœur. Le cœur me fait peur. Le cœur me fait peur parce qu'il est trop important. C'est un organe qui joue un rôle disproportionné, avec sa forme, avec sa taille, et même avec sa place. J'aurais aimé que le cœur soit dans la tête. La mémoire. Alors là, c'est tout. Un homme n'est que sa mémoire. Un homme qui n'a pas de mémoire n'existe pas. C'était Cécile Saint-Laurent, au micro de Pierre Lost dans Les mots-clés, une émission diffusée la première fois le 15 mars 1971 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.